C'est désormais officiel, à présence de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont signé, jeudi 4 décembre, les accords de Washington pour la paix et la prospérité. Ces démarches viennent entériner le travail déjà réalisé par leurs experts de leurs respectifs, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères. Alors que les partis se félicitent de cette avancée diplomatique, la principale préoccupation dans l'environnement sociopolitique congolais demeure de savoir si cela aura un impact positif sur le terrain au regard des violents combats signalés ces derniers jours dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Interrogée sur cette situation, Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie et de la diaspora, se dit consciente des attentes et estime que les premiers pas doivent se matérialiser par un cessez-le-feu immédiat sur le terrain. Congo, mais en particulier dans les zones occupées, que cet accord se traduise très rapidement dans un changement des conditions et un retour à la paix. Alors, en termes de ce qui devrait se faire dans l'immédiat, évidemment, le premier pas serait un cessez-le-feu. Je pense que ça, ce serait un indicateur clair que les partis... un indicateur clair qui illustre l'engagement des partis, mais s'il y a, si vous voulez, une continuation de la violence, ça ne veut pas dire que l'accord est caduc. Je ne pense pas qu'une guerre ou un conflit qui a duré 30 ans se prend fin juste par la signature d'un accord. Ça veut dire que nous allons et nous devons être conscients du fait que nous allons avoir des avancées, mais nous allons aussi avoir malheureusement des échecs. Ce qui est important ici, c'est de souligner le fait que nous avons 3 parties prenantes à ces accords qui ont toutes pris l'engagement justement d'exécuter cet accord et de se rendre redevables. Et ça à des niveaux différents par rapport à des engagements différents. Nous comptons énormément sur l'engagement des États-Unis d'Amérique. Le président de la République a été très clair là-dessus. Après 30 ans, combien de présidents américains sont passés sans pour autant s'engager avec autant de moyens diplomatiques et autres que le président Trump. Donc je pense que nous avons tous un intérêt à ce que cette guerre prenne fin et que même au premier, si vous voulez, au premier défi ou à la première, au premier, je ne veux pas dire échec, mais au premier défi, on ne jette pas cet accord, si vous voulez, à l'eau, mais on continue justement à se battre pour une redevabilité, pour une exécution de l'accord. Si c'était si facile de mettre fin à une guerre juste en signant un accord, nous n'en serions pas là 30 ans plus tard. Donc il s'agit d'un engagement continu qui doit être maintenu par toutes les parties prenantes et nous en sommes conscients. Nous allons faire notre part des choses et justement continuer aussi à insister sur une redevabilité de tous les acteurs. Voilà, pour compléter rapidement ma collègue, je vous lis ce que le secrétaire Rubio, donc le collègue de la MINAFET, a dit à ses propos aujourd'hui. Il y aura we have an agreement. Nous avons un accord et l'accord doit vivre. L'accord doit être implémenté. Vous pouvez signer un accord, signer des documents, mais vous devez être sûr que cela s'applique. Comme dans toute guerre, dans tous les conflits, la route vers la paix, vous pouvez avoir des up and down, donc des hauts et des bas, et il y aura des stop and the start. Et puis il rajoute, il dit, mais maintenant, nous avons un engagement au plus haut niveau de 2 gouvernements avec les chefs d'État sur des questions spécifiques qui doivent arriver. Maintenant, nous devons nous assurer que ces choses arrivent. Nous sommes engagés sur chaque étape qui va nous conduire à ces résultats. Ça veut dire que nous connaissons, ne nous voilons pas la face. Nous connaissons l'attitude belliqueuse du président rwandais. Je pense aujourd'hui
Ça ne sert à rien de le répéter, même le médiateur américain est au courant. Et donc, il y a eu un engagement qui a été fait en présence d'autres témoins, des chefs d'État qui étaient là, et donc on va voir dans les jours qui viennent, parce que pour nous, l'engagement pour la paix, les présidents de la République là depuis le premier jour. Monsieur le vice-premier ministre, sur les aspects sur lesquels vous devez réagir, et les gouverneurs très rapidement. Je pense que je voudrais d'abord demander à mon cher Tiani d'effacer rapidement la notion d'un simple deal. Parce que je crois que votre question part de cette hypothèse. Je répète, c'est un partenariat stratégique, c'est dans le long terme, c'est des intérêts mutuels, convergents des deux pays, des deux États. Et même s'il y a un focus sur les mines, mais le document le dit à plusieurs endroits que ce qui se fera dans le strict respect des lois des deux États. En ce qui nous concerne, dans le domaine minier, nous avons un code minier. Lequel code minier dispose que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire l'exportation des produits bruts, ce n'est pas ce que prévoit le code minier. Le code minier prévoit que les produits doivent être transformés. Et l'une des contraintes à la transformation, c'est le déficit en électricité. Ce n'est donc pas étonnant que Grand Inga ressorte dans ce document comme étant, et d'ailleurs, quand vous lirez le document, vous verrez que Grand Inga vient comme étant la toute première grande initiative pour la RDC, mais également pour la région, parce que Grand Inga, ce n'est pas seulement pour la RDC, Grand Inga, c'est aussi pour une bonne partie de l'Afrique. Et il y a effectivement aussi cette volonté des entreprises américaines à investir davantage. Est-ce qu'elles sont en République démocratique du Congo? Oui, elles sont en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elles veulent investir un peu plus? Oui, elles veulent investir un peu plus. Juste après la cérémonie de signature, j'ai personnellement pris part à la Chambre de commerce des États-Unis aujourd'hui, cet après-midi, avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et le sous-secrétaire d'État américain, à une discussion organisée avec les grandes entreprises américaines qui vont d'ailleurs organiser au mois d'avril de l'année prochaine un forum sur l'investissement responsable. L'idée étant d'ouvrir un peu plus l'espace de la RDC aux investissements américains, mais cela doit se faire dans un environnement de paix, de sécurité et de bénéfices mutuels entre nos deux pays. Donc, regardez cet accord de partenariat stratégique comme un instrument pour la transformation de la République démocratique du Congo pour le long terme. Voilà, merci. Un petit commentaire et puis nous prendrons peut-être une ou l'autre question pour la ministre d'État qui sera obligée de nous laisser pour d'autres engagements. Monsieur le gouverneur. Je ne ferai pas de commentaire par rapport à ce que vient de dire le VPM. Je crois qu'il a tout couvert. Mais par rapport à la première partie de votre question, je voulais juste rajouter un petit commentaire. Cet accord est signé à Washington. Et je pense que ce soit la République démocratique du Congo ou bien que ce soit le Rwanda, personne ne voudra décrédibiliser les États-Unis d'Amérique par rapport à son implication pour cet accord de paix. C'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, on va prendre les questions de Siméon Isako. On va y arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va s'assurer que les questions qui sont posées, si c'est celles qui sont destinées à la ministre d'État, elle peut y répondre parce qu'elle doit aller à d'autres engagements. Monsieur Christian Lusakone, vous avez une question pour la ministre d'État?
Allez-y, s'il vous plaît. Comme ça, on sera en mesure de les prendre. Ma question à la Mineta, comment expliquez-vous cette attitude de méfiance du président Félix Tshisekedi pendant les déroulés de cet événement alors que c'était un moment de joie? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous adressez votre question à la ministre des Affaires étrangères. Je suis chargée de la diplomatie, pas de la lecture du body language. Donc, je ne vais pas m'étaler sur des spéculations. Je pense que ce que nous devons retenir aujourd'hui, ce sont les actes concrets qui ont été posés, à savoir la signature de l'accord. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation sur le body language qui peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel de la journée. Et c'est justement la signature de cet accord, y compris aussi la signature des accords bilatéraux et ce que cela représente pour notre pays. Merci. Voilà, M. Lusakweno, et puis on prendra la question de M. Noré de ce côté. Venez déjà avancer, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonsoir. Après avoir vécu depuis 30 ans cette guerre, en 1998 j'étais à Lusaka, et tout ce qui s'en est suivi, alors je vous parle du dialogue intercongolais, de Sun City, du dialogue global et inclusif de Pretoria, entre Congolais où l'implication du Rwanda était notable, du style des conseils que Paul Kagame a récemment donné à ceux qu'il soutient du M23, s'il était eux. Deux questions pour vous, Madame la Ministre. Que va-t-il advenir de cet accord si le M23 pas concerné ne bouge pas? Deuxième question. Quand vous signez au mois de juin l'accord, votre homologue rwandais déclarait pas de retrait des troupes rwandaises sans neutralisation des FDLR. Aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, le dialogue est à un niveau supérieur, qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Trump dise, sans avoir peur d'être trompé ou trahi par les faits, que dans les quelques jours, dans les prochains jours, la situation va changer, les troupes rwandaises vont se retirer. Merci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité, les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington. Qu'est-ce qui donne au président Trump l'assurance que les choses vont changer sur le terrain dans les prochaines 72 heures? Écoutez, je ne fais pas partie de l'équipe du président Trump, je ne fais pas partie de ceux qui lui indiquent quels sont les leviers qu'il pourra activer, mais encore une fois, je pense que le fait que nous ayons franchi ce cap très important avec la signature au niveau de chefs d'État de ces engagements, des engagements qui prévoient justement très clairement une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Je pense que ceci nous donne un cadre assez clair qui clarifie justement ou qui explique, qui illustre les responsabilités des uns et des autres. Et il en revient au président Trump et à son équipe de savoir quels sont les leviers potentiels ou existants qu'ils veulent activer pour accélérer les choses ou pour rendre leur rôle de facilitateur peut-être plus percutant. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation là-dessus, mais je pense que quand un chef d'État se prononce de la sorte, il a certainement des éléments en sa possession qui le rassurent sur la faisabilité de certaines choses. Voilà, dernière question pour la Mineta. Monsieur Ashka, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je suis M. Honoré Kabongo. Ma petite question
elle ne cadre pas, elle ne fait pas partie du débat d'aujourd'hui. C'est au sujet de la réouverture de l'aéroport de Goma. Il y a des questions qui ont été posées là-dessus. La France n'en parle pas, la RDC non plus. Est-ce que nous avons abandonné les dossiers ou il y a quelque chose d'autre qui se prépare? Pour d'autres questions, je crois, les collègues ont déjà posé la question. Merci beaucoup. Merci. Alors, par rapport à l'aéroport de Goma, non, nous n'avons pas du tout abandonné le dossier. Je veux réitérer le fait que la réouverture de l'aéroport de Goma, conditionnelle pour justement faciliter l'accès humanitaire, a été énoncée comme une priorité par le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients du fait qu'une large partie de notre population dans ces zones occupées a besoin de cette assistance humanitaire. Nous savons aussi que les ressources et les financements pour l'assistance humanitaire sont de plus en plus réduits. Et donc, il y a un souci aussi d'efficacité, si vous voulez, quand il s'agit de l'utilisation de ces ressources dont nous disposons. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, si vous voulez, d'abandonner la question de l'aéroport de Goma. Il en va de la vie de milliers, de millions de nos concitoyens, de nos compatriotes. Donc, cela reste une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons affiché très clairement notre disponibilité, justement, à réfléchir sur comment rendre cela concret. Et nous restons sur cette position. Nous restons aussi engagés dans des conversations avec les différents acteurs humanitaires pour voir comment cela peut se matérialiser dans les plus brefs délais. Nous insistons aussi sur le fait que l'assistance humanitaire ne devrait jamais être utilisée à des fins politiques, ne devrait jamais être instrumentalisée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi, ou nous continuons aussi à mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités morales, mais aussi humanitaires vis-à-vis du comportement qu'ils affichent par rapport à cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma. La position du gouvernement est claire et nous espérons que l'humanisme va quand même se manifester aussi de l'autre côté et que nous allons arrêter de jouer avec la vie de milliers de personnes à des fins politiques ou stratégiques. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État, pour... Merci beaucoup, Madame la ministre d'État, pour votre participation à cet exercice. Je sais que vous avez d'autres interviews encore qui vous attendent. Nous aurons l'occasion de nous retrouver. On va conclure avec les collègues qui sont ici. Prochaine question, on va donner à M. Israël Mutombo, qui sera suivi de M. Kalanji. Parole, Monsieur le ministre de l'Économie. Nous avons appris que le gouvernement avait, en date du 7 novembre 2025, paraphé un accord de coopération économique dans le cadre de la... Vous pouvez parler au micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais aller directement à des questions. Monsieur le ministre, hormis les zones d'intérêt commun, telles que le lac Kivu, avec le gaz et autres activités y afférentes, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'exploitation conjointe des ressources rwandaises? La deuxième... Vous dites de l'exploitation conjointe de... Je disais, hormis les zones d'intérêt commun, telles que le lac Kivu, avec le gaz et autres activités y afférentes, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'exploitation conjointe de ressources rwandaises? Deuxième, avec le développement du corridor de Lobito, quel rôle pourra jouer le Rwanda dans la chaîne de valeur de matières premières congolaises dès lors que l'accord de Washington réaffirme l'engagement du G des partis à mettre en œuvre l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, conclu à Washington et DC le 27 juin 2025, et ainsi qu'à concrétiser la vision du cadre d'intégration économique et régionale, hier, afin de créer une feuille de route ambitieuse pour la paix, la sécurité et une croissance économique sans précédent. La RDC et le Rwanda ont également signé le cadre régional d'intégration économique REI-IF, une initiative bilatérale novatrice destinée à libérer le vaste potentiel économique
de la région de Grand Lac et à créer de nouvelles opportunités pour le secteur privé américain. Le président Félix Tshisekedi a signé au nom du gouvernement de la RDC, tandis que le président Paul Kagame a signé au nom du gouvernement du Rwanda.